Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Dorothée Rouzet. Bonjour Dorothée. Bonjour. Chef économiste à la Direction Générale du Trésor. Ronan Lemoyle. Bonjour Ronan. Bonjour. Fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Et Olivier Lancy. Bonjour Olivier. Bonjour. Professeur au CNAM, auteur de Réindustrialiser, le défi d'une génération. Alors on va commencer par la nouvelle industrie, finalement, celle de l'intelligence artificielle, celle dont on parle tous les jours sur l'antenne de BFM Business, avec cette alerte de Christine Lagarde. C'était hier, on l'écoute. The stakes could be extraordinarily high. Les enjeux pourraient être extraordinairement élevés. L'Europe a déjà manqué l'opportunité d'être un pionnier dans l'intelligence artificielle et nous payons encore le prix d'avoir été des adopteurs tardifs lors de la dernière révolution numérique. Nous ne pouvons pas nous permettre de commettre encore la même erreur. Nous devons éliminer tous les obstacles qui nous empêchent d'embrasser cette transformation. Sinon, nous risquons de laisser passer la vague de l'IA et de mettre en péril l'avenir de l'Europe. And jeopardize Europe's future. Voilà, un nouveau signal d'alarme. Alors c'est assez étonnant de voir la présidente de la Banque Centrale Européenne tirer la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle. Finalement, son discours s'inscrit aussi dans celui de Mario Draghi, un de ses prédécesseurs, qui explique que l'Europe est quand même sur le point de sortir de la carte mondiale de la croissance. On a l'impression, Ronan Lemoyle, que les alertes se multiplient et que finalement, ça bouge pas beaucoup derrière au niveau européen. J'ai envie de dire, avec l'IA, c'est un peu la caricature de ce qu'on connaît malheureusement souvent quand on parle de compétitivité européenne par rapport aux US ou par rapport à la Chine. C'est-à-dire que c'est une course de vitesse. L'IA, c'est une course de vitesse parce que on dit souvent, on a eu l'écriture, on a eu Internet, on a l'IA maintenant, oui. Et ça va sans doute bien plus vite que ces deux révolutions précédentes. Et quand on sait la vitesse à laquelle s'est propagée la révolution Internet, on voit bien qu'avec l'IA, et on le voit tous dans nos quotidiens, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc en fait, oui, il y a un sujet, mais il y a un sujet, j'ai envie de dire, qui ne dépend que de nous et dont c'est notre faute finalement, puisque nous, on s'empresse, quand un nouveau sujet arrive, de le réguler. Donc la première chose qu'on fait, c'est on le régule et on dit où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on va avoir comme faille, là où les Américains et les Chinois, alors peut-être qu'ils vont trop loin, mais en tout cas, ils expérimentent, ils essayent, après ils voient. Et ça donne deux choses. Ça donne des investissements massifs dans les infrastructures. Je ne sais même pas si on a encore une place à jouer dans les infras demain sur ces sujets-là. J'espère que oui. En tout cas, cette course-là, c'est 350 milliards d'investissements annuels aux États-Unis. Ça a été très vite. Ouais. Ça lance une course dans les investissements. Quand on voit les investissements colossaux qui sont faits par les Américains et les Chinois sur ces sujets, quand on voit la capacité d'investissement que nous avons sur des sujets de tech aujourd'hui en Europe et en France, je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais à l'échelle des enjeux, il ne s'agit pas d'investir 100, 200, 300 millions. Il faut investir plusieurs milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros, y compris avec un système là aussi de régulation financière qui ne le permet pas. Donc je suis heureux d'entendre la patronne de la Banque Centrale Européenne en parler parce qu'il y a un vrai sujet effectivement de comment on finance ça. Et puis, vous nous dites qu'elle a une part de responsabilité là-dedans. Exactement. Exactement. Et puis il y a un troisième point pour moi qui est un point fondamental, c'est la diffusion dans les usages. Là, il y a encore un truc à faire, je pense, pour parler trivialement, parce que l'IA, c'est bien sûr des infras, c'est bien sûr des modèles, mais c'est des usages. Et les usages, cette course-là, elle commence sans doute un petit peu. Et donc, cette course-là, si on est sur la bonne ligne de départ, on peut peut-être encore faire quelque chose. Mais il va falloir se réveiller très vite. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà perdu ça, cette course à l'usage ? Je rappelle le chiffre, 13% des entreprises européennes qui utilisent aujourd'hui l'IA. On est à 80% en Chine, Olivier Lancy. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur une trottinette ? Là, on a deux Formule 1 face à nous, la Chine et les États-Unis, qui avancent vitesse grand V. Alors, en termes d'investissement, votre image est sans doute très très juste. Après, en termes d'usage, les choses évoluent tellement. Et en tous les cas, sur le domaine, par exemple, productif, on sait qu'il y a des expériences qui sont faites, elles vont peut-être pas être conclues, etc., concluantes. Donc, des fois, il y a une position qui n'est pas la plus simple à tenir, qui s'appelle le rattrapage accéléré, c'est-à-dire laisser les autres un peu essuyer les plâtres et puis venir derrière pour en capitaliser sur leur propre expérience. C'est pas la meilleure position, on n'a peut-être pas le choix, mais au moins mettons-nous dans cette attitude-là parce qu'on a un retard et dans les usages, et dans les infrastructures, et dans les développements. Il y avait plusieurs aspects qui ont été soulignés. Encore une fois, le financement, l'Europe a de l'épargne, elle ne la met pas au service suffisamment de ses infrastructures, de son outil productif. On en a déjà parlé ici. Ça, c'est une première clé. Donc, moi, j'aime bien les pompiers pyromanes, mais il y a un petit moment où ça fatigue, c'est-à-dire dire, il y a l'alerte alors qu'on met des règles, notamment sur le financement, qui font en sorte que les prises de risque des fonds d'investissement, que les opérateurs financiers peuvent faire avec notre argent, avec notre épargne, sont limités, sont contraints. Il y a un moment donné où il faut se libérer un peu plus. Et puis, et pas se discuter simplement de la réglementation. Encore une fois, moi, je pense que la liberté individuelle est une valeur que les Européens ont conquis. Oui. Pouvoir avoir la maîtrise de ses données personnelles,
ça fait partie, je pense, du projet européen. Oui. Donc ne tapons pas que sur la régulation. Elle peut être améliorée, elle peut être facilitée, mais il y a aussi le financement de ces infrastructures et puis le financement public. Globalement, on le sait, dans toutes ces innovations, il n'y a pas que l'IA. L'Europe est en retard. Nous avons une génération de retard sur le numérique vis-à-vis des États-Unis, peut-être 2 demain avec l'IA, une génération de retard sur la Chine, sur tout l'outil productif. Donc là aussi, il va falloir changer notre façon de réfléchir et venir peut-être à quelque chose que j'avais proposé une fois, qui est de dire, il va falloir faire du transfert de technologie inversé. C'est un peu ça qui se passe maintenant. C'est ça qui va se passer sans doute. On attend des textes, Dorothée Rosier, du côté de la Commission européenne. De mémoire, le 3 décembre, puis le 10 décembre, il y a une stratégie de défense économique qui va être mise en place avec des demandes de transfert de technologie de la part des Chinois, notamment. Oui, alors qui ne portent pas principalement sur l'IA. On n'est plus sur les batteries, sur les voitures électriques et d'autres choses. Mais moi, je pense qu'effectivement, il faut penser à l'IA comme une chaîne de valeur d'ensemble. C'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup, notamment sur les gros modèles de fondation. L'IA, c'est toute une chaîne qui va déjà des intrants, donc il y a les infrastructures, les data centers sur lesquels on est en retard, mais c'est pas une fatalité. Bon, c'est beaucoup une question de financement et de localisation, mais on a des atouts, notamment sur l'énergie. C'est du financement, effectivement, et c'est des cerveaux et des puces. Alors, sur les puces, je pense qu'on est hors course sur les puces de l'IA, mais c'est qu'un morceau. Ensuite, on a les modèles, et il y a effectivement les gros modèles de fonds d'action avec des énormes investissements, notamment pour l'entraînement des modèles qui demandent des quantités de données et de GPU. Et donc de libérer les données, c'est un peu un sujet. Et donc, voilà, là aussi, on parlait du RGPD tout à l'heure. On n'est pas hors course, mais sur ces gros modèles de fondation, on est quand même en retard. Après, la valeur ajoutée, elle n'est pas que là. Et même, c'est pas sûr qu'à la fin, elle soit principalement là. Et ensuite, si vous continuez la chaîne, il y a les modèles plus spécialisés, qui sont en gros les applications, qui sont peut-être plus petits, mais plus spécialisés pour un secteur, une entreprise. Et là-dessus, le jeu est beaucoup plus ouvert, tout simplement, parce que ça demande plutôt d'adapter des modèles, de spécialiser, d'entraîner sur des données particulières. Or, on a des atouts qui demandent effectivement un peu de libérer les données. On a des très bonnes données de santé, évidemment, mais ça pose des questions, mais ça pourrait être une source de valeur, des données juridiques, etc. On a aussi des très bonnes données industrielles, parce que contrairement aux États-Unis, en Europe en général, il reste un tissu manufacturier qui est assis sur une quantité de données assez importante et assez riche, qui n'est pas vraiment aujourd'hui utilisée, mais qui, si elle l'était bien, pourrait aussi créer de la valeur. Et puis enfin, le gros des gains de productivité, en fait, c'est dans les usages pour toutes les entreprises qui ne sont pas des producteurs d'IA, mais qui peuvent gagner dans leur process, dans leur productivité, etc. Et c'est là aussi qu'on peut mettre le paquet et que la course n'est pas perdue. On est capable de mesurer ça, les gains de productivité aujourd'hui, grâce à l'IA générée dans le tissu industriel français? Alors aujourd'hui, en fait, les études qui existent, il y a un certain nombre d'études académiques, mais qui regardent sur certains métiers, certaines professions. Donc en fait, dans certains métiers, que ce soit les call centers, les chauffeurs de taxi, les codeurs, etc., on voit des gains de productivité qui sont importants, qui peuvent aller jusqu'à 50%. Au niveau macro de l'ensemble de l'économie, aujourd'hui, déjà, c'est plus dur à mesurer, évidemment, parce qu'il se passe plein de choses en même temps. Et ensuite, c'est forcément plus diffus. Et comme on le disait, il y a en gros 10-15% des entreprises qui utilisent vraiment l'IA. Alors, il faut se méfier parfois de ces chiffres, parce qu'utiliser l'IA, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Mais du coup, comme on est plutôt au début de la diffusion qu'à la fin, les gains macroéconomiques, on ne les voit pas forcément. D'autant qu'au début, quand vous commencez, c'est un peu comme toutes les révolutions technologiques, ça peut coûter avant de rapporter. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter, il faut un peu changer ses processus, il faut former les gens, il faut faire peut-être du management un peu différemment. Au début, ça perturbe un peu, et après, on remonte la courbe en J. Mais on est peut-être encore dans la phase où... le meilleur reste à venir. Renan Le Moal. Quelque part, moi je suis un éternel optimiste, mais quelque part je suis chaud des crains l'eau. Et donc effectivement, cette révolution industrielle qui était l'Internet, on l'a non pas raté, mais on n'a pas pris le premier wagon, on va dire. Moi, ma crainte, c'est quand même malgré tout qu'avec un déficit d'investissement d'une part, avec quoi qu'on en dise, même si ça me fait mal de le dire, une réglementation qui est sans doute parfois un peu trop contraignante, le principe de prudence, on va peut-être un peu trop loin. Je pense qu'on a peut-être intérêt, compte tenu de cet état de fait, à choisir nos combats. Et dans nos combats, il y a quelques sujets sur lesquels je pense ces sujets réglementaires sont plutôt un atout. Je pense à la finance, je pense à la santé, je pense à la défense, à la cybersécurité qui sont très proches. Là, il y a des secteurs pour le coup sur lesquels, compte tenu de ce cadre réglementaire nécessaire, et tout le monde le comprendra, on peut sans doute, dans les usages, faire beaucoup de choses. Mais j'aimerais bien pour le coup qu'on prenne ces sujets à bras-le-corps. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais qu'on y aille encore plus et encore plus rapidement quand on parle d'intelligence artificielle pour justement éviter, au moins dans ces domaines sur lesquels on est quand même pas très, on est très bon, il y a vraiment des vraies qualités, on puisse s'engouffrer parce qu'on ne sera pas contraint, parce qui malgré tout pour moi est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on est plutôt objectivement adverse au risque en investissement, encore une fois on y revient, adverse au risque dans la manière d'utiliser les évolutions technologiques quelles qu'elles soient. Et je pense que ça, il y a un parti à prendre si on ne veut pas
rater le virage de cette grande révolution qui est en train de se passer sous nos yeux. On a mis le principe de précaution dans notre constitution en France. Oui, et pour le coup, on met partout. Olivier Lanty, la semaine dernière, il y a eu quand même un paquet omnibus qui a été présenté par la Commission européenne pour déréguler un peu, notamment l'accès aux données, pour ouvrir un peu le RGPD. Est-ce que c'est la bonne voie ? Oui, sans doute, mais si on prend l'exemple français, ça fait 20 ans qu'on veut faire passer des lois de simplification sans vraiment réussir à simplifier. Ouais, simplifier, c'est compliqué. Et simplifier, c'est compliqué, et ça pose, je pense, plus profondément pour la France comme pour l'Europe, la question de l'application, de la décentralisation, du principe de subsidiarité. Tant qu'on restera au niveau central à réguler dans le détail, nous créerons de la surcomplexification. Il faut revenir à la base du principe de subsidiarité. Comme sans doute en France, il faut qu'on arrête d'avoir cette centralisation et qu'on aille peut-être même jusqu'à donner du pouvoir réglementaire adapté à leur territoire au niveau des régions. La réponse, c'est la décentralisation. Ah, pour moi, la réponse, c'est un changement. Je vais vous rappeler un exemple qui est dans le privé que j'aime bien citer. Les grands groupes industriels essayent de faire évoluer leurs procédures pour être toujours plus performants. C'est normal, c'est la concurrence. Et puis, à un moment donné, ils prennent conscience que cette évolution continue, elle marche plus. Pourquoi ? Parce que toutes les organisations humaines, et c'est pas privé ou c'est pas public, ont tendance à se calcifier, à se sédimenter, à se bloquer. On a la liste, ah non, c'est impossible, je l'ai déjà fait. Donc toute réforme devient impossible. Des grands groupes comme Saint-Gobain ou comme Lafarge, j'ai travaillé pour Saint-Gobain à un moment donné, ont fait basculer leur organisation d'une organisation verticale par métier à une organisation par marché. On le justifie pour être plus proche du client. Dans 15 ans, on reviendra en disant pour être plus proche de la technique. Mais le véritable atout, c'est que vous repartez d'une feuille blanche. Vous êtes obligé de réécrire vos processus adaptés au monde d'aujourd'hui et pas celui dont vous avez hérité à l'organisation qu'on vous avez mis en place il y a 15 ans. C'est la même chose pour moi dans les États, même si il faut Olivier pas comparer. Lanty, les entreprises ne sont pas des États. Le grand Big Bang et le grand Je soir, sais bien, c'est à États, chaque on sait fois que ça ce qu'on... n'existe pas. Mais si on veut chercher une source d'inspiration, Absolument. je pense que celle-là, on peut l'avoir et il va falloir à un moment donné qu'on remette en cause ce centralisme qu'on a au niveau européen comme au niveau français. Bon, je rappelle quelques chiffres qui étaient cités par Anthony Morel ce matin sur l'antenne de BFM Business qui franchement font froid dans le dos. La puissance de calcul, par exemple, les États-Unis et la Chine représentent 90% des puces mondiales. C'est les puces dont vous parliez tout à l'heure, Dorothée Rouzet. Ça laisse pas grand-chose pour l'Europe. Les modèles de référence d'IA générative. En 2024, les États-Unis ont produit 40 modèles d'IA générative, hein, c'est toutes les versions de ChatGPT, Claude, Gemini et consorts. La Chine, 15, DeepSeek et Alibaba notamment. En Europe, 3. C'est en clair Mistral. C'est à peu près le seul acteur qui nous reste aujourd'hui. Peut-être comme pour aller dans le côté positif des choses, je pense effectivement, une fois qu'on a dit qu'il y a la puissance de calcul, il y a les modèles, et il y a les usages, je pense que les usages, encore une fois, pour y revenir et pour être sous une note positive, il y a encore des choses à faire, mais il ne faut pas trop tarder. Et je pense qu'un des sujets, c'est le financement de ces investissements nécessaires. Alors pourquoi je dis ça ? C'est que on sait très bien faire en Europe et en France des financements, par exemple, par les obligations relance qu'on a pu faire il y a quelques temps, par les obligations de transition qu'on s'apprête à le faire, sur des sujets de transition écologique, on va dire énergétique au sens large. Moi, je pose ça sur la table. Pourquoi pas imaginer, dans ce domaine-là, peut-être sur quelques secteurs clés, avoir peut-être un programme sur lequel on apporterait peut-être une garantie un peu de l'État, certains investissements faits par les grands porteurs de risques, que sont les assureurs, les mutuelles et les banques, qui permettraient de donner un coup d'accélérateur, finalement, à quelque chose qui est, je ne sais pas s'il faut dire aussi important, mais en tout cas très important, et d'ailleurs qui embarque des enjeux écologiques aussi, aussi importants que certains grands sujets d'écologie. Ça, si on était capable de le faire, on pourrait commencer sur la partie usage, d'abord à stimuler la créativité. On a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées dans ce pays, qui ne demandent qu'effectivement à exercer leur talent dans la créativité, non pas de la techno au sens data center, des modèles, mais des usages qu'on peut créer. Et puis pour le coup, on dégagerait peut-être des mannes d'investissement importantes. Il y a 2500 milliards d'assurance vie en France. Si on en dégage quelques milliards, quelques dizaines de milliards, grâce peut-être à un mécanisme un peu intelligent, de même nature que ce qu'on a fait ces derniers temps sur les obligations relance, transition ou autres, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. En tout cas, moi, je mets ça sur la table, ça peut être un sujet. Bon, je continue sur les usages, et notamment dans la banque, pour rappeler cet investissement, cette prise de participation dans Nvidia qui valorise Revolut, donc une néobanque non cotée à 75 milliards. Je rappelle que BNP Paribas, c'est 91 milliards de valorisation boursière. Et on voit donc un modèle des banques traditionnelles complètement disrupté par ces néobanques. Vous-même, vous avez dirigé pendant très longtemps une banque traditionnelle, Crédit Mutuel Arkea, en Bretagne, Ronan Le Moal. Comment à l'époque, vous l'avez quitté en 2020 ?
J'ai quitté en 2020. Ouais. Bon, et les néobanques arrivaient déjà. Les néobanques, en fait, à cette les époque-là. premières fintech, comme on les appelait pas encore à l'époque, c'était C'est des vrai. gens comme des boîtes que j'ai dirigées. J'ai dirigé Fortuneo Bank, qui était une des premières fintech qui ne s'appelait pas encore comme ça dans les années 2005-2006. Bon, et comment on appréhende ce nouveau modèle? Est-ce que les banques traditionnelles sont en danger face à ces néobanques aujourd'hui, qui séduisent de plus en plus les jeunes, hein? C'est un peu ça aujourd'hui la nouvelle donne des banques. C'est comment séduire les jeunes. En fait, je pense que pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut comprendre un peu comment fonctionne le modèle bancaire et comment il a fonctionné surtout. Oui. On peut faire un peu d'archéologie. Effectivement, j'ai quitté le groupe Arkéa en 2020 en tant que directeur général, mais je suis rentré en 1995 à la sortie de mes études en tant que chargé d'études. Et mon premier stage à l'époque d'immersion dans la banque, je l'ai fait en agence. Et à l'époque, ça va vous faire sourire, mais pour que les clients viennent dans l'agence, on n'expédiait pas ce qu'on ne fait presque plus aujourd'hui, les chéquiers, on les laissait dans l'agence et les gens étaient obligés de venir les chercher. Absolument. Pourquoi je dis ça? C'est pas anodin. C'est-à-dire que le point de contact était un point de contact forcé du client avec sa banque. Il devait chercher son chéquier, sa carte bancaire. Premier point. Deuxième point, le banquier avait un rôle un peu inversé. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre boulanger, vous demandez une baguette de pain, il va toujours la vendre. Vous allez voir votre banquier, vous demandez un crédit, il a le refus de vente possible. Alors je dis ça, tout le monde comprend pourquoi, bien sûr. Mais ça crée dans la relation client-banquier quelque chose. Le pouvoir de dire non. Pouvoir de dire non, qui est un vrai mode Pour de relation. reprendre un slogan et assez l'inverser. différent. Ça, c'est le modèle, je le caricature un peu, mais c'est le modèle de départ. Oui. Pour ajouter là-dessus, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, des modèles d'organisation qui ont d'abord été bâtis autour de l'efficacité opérationnelle de la banque, qui s'est beaucoup inspiré de l'industrie, plus que de la relation client. Les premiers call centers qui ont été faits en banque, je suis désolé de le dire, n'étaient pas faits pour améliorer la relation du client, ils étaient faits pour optimiser les process. Oui. Quand on mettait tout ça bout à bout, et vous voyez les premiers acteurs arriver dans les années 2005, 2010 et surtout maintenant. Vous voyez en fait que ces acteurs, il y a trois couches de valeur qu'ils peuvent attaquer. La couche que j'appellerais transactionnelle, c'est tout ce qui touche à l'entrée en relation, l'acquisition du client, l'application mobile qui fait l'interface avec vous. La deuxième, c'est ce que j'appelle l'opérationnel, c'est le traitement des données et le bilan de la banque, son bilan au sens de sa capacité à générer des liquidités. Et le troisième point, c'est tout ce que j'appellerais le relationnel. C'est la capacité à créer un lien entre le conseiller et son client. Sur le premier point, le transactionnel, la guerre est terminée. En tout cas, elle est terminée. Le benchmark, c'est les néobanques. En tout cas, les banques actuelles ont compris, il faut que ça m'inspire. Elles le font d'ailleurs. Et donc elles sont en défense. Mais elles sont en défense. En tout cas, là-dessus, elles ont compris que le benchmark, ce sont les néobanques. Sur le dernier point, le relationnel, le problème, c'est que le mode de relation a changé. Le relationnel, c'est les réseaux sociaux, c'est les WhatsApp, c'est la relation à distance, c'est la relation éphémère. Donc tout ce modèle relationnel est en train d'être battu en brèche, qui fait que la relation par l'agence, elle commence à s'effriter. Il reste au milieu quelque chose qui pour moi est fondamental, qui est qu'une des rares forces comparatives qu'il reste encore à des banques traditionnelles par rapport aux nouvelles banques, c'est qu'elles ont un bilan. Et ce bilan, il permet de faire une chose, c'est faire du crédit. Et oui. D'avoir des liquidités, faire du crédit. Mais attention, parce que si demain, en fantasmant un peu l'euro numérique se développait de manière massive, la liquidité serait allouée non plus par les banques, mais par la Banque Centrale Européenne qui pourrait l'allouer à qui elle le souhaite. Et si demain, je fais un peu de science-fiction, de l'accès à Revolut à la liquidité, vous en faites une banque de plein exercice qui, sur le volet transactionnel, est très percutante, si le volet relationnel est très percutante, et qui pourrait donc accéder à quelque chose qui serait, je ne sais pas si c'est le Graal, mais en tout cas une porte ouverte vers un développement encore plus fort. Est-ce que vous pouvez, alors j'ouvre simplement une parenthèse sur l'euro numérique que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde ne comprend pas, nous expliquer avec des mots simples ce qu'est cet enjeu majeur et peut-être Dorothée Houzé aussi pour la Banque Centrale Européenne. L'idée, c'est de permettre à tout à chacun d'accéder à un compte en monnaie électronique au niveau de la Banque Centrale Européenne, limité en termes de montants, ce n'est pas des montants forcément extraordinaires, mais d'avoir un compte bancaire finalement, si je schématise, au niveau de la BCE. Alors, ça peut paraître une bonne chose parce que ça sécurise effectivement une partie des avoirs, paraît une bonne chose également parce que je pense que la BCE, ça lui donne une nouvelle maîtrise, c'est-à-dire elle crée un canal d'accès à la liquidité qui est in fine et dans les banques commerciales. Et puis, je fais un peu de science-fiction en évoquant ce que j'ai dit, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi ne pas imaginer que demain, dans un scénario où on voudrait éviter des crises systémiques, on puisse mieux gérer la liquidité au niveau des banques centrales. Parce que font les banques centrales aujourd'hui finalement? Elles imposent tout un tas de contraintes aux banques dites commerciales par des ratios, qu'ils soient des ratios de fonds propres ou de liquidité, qui visent finalement à maîtriser la manière dont les banques utilisent leur liquidité et leurs fonds propres. Mais si demain, ces liquidités sont centralisées au niveau de la BCE, c'est plus un sujet. C'est la BCE qui décidera en fonction des guidelines qu'elle leur a donnés comment elle alloue la liquidité à telle ou telle banque. Et ça
ça peut être un vrai changement. Alors à court terme... Là, on recentralise, on n'est plus dans la décentralisation prônée par Olivier Lantier, on est dans science-fiction, mais pourquoi pas. Véritable Banque Centrale Européenne. Science-fiction ou réalité en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ce que dit la BCE sur ce qu'elle compte faire de l'euro numérique. Elle n'a surtout pas intérêt à le dire, d'ailleurs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas censé être un outil de politique monétaire où la BCE déciderait... Pourquoi c'est important l'euro numérique L'euro numérique, l'objectif, c'est d'avoir... effectivement, il y a un peu l'accès... En fait, c'est fait pour être une sorte de substitut numérique aux pièces et aux billets qu'on n'a plus beaucoup dans notre poche. Oui. Et d'être en fait un accès à la monnaie de banque centrale, comme le billet de banque, c'est un accès à la monnaie de banque centrale. Et donc d'être la version numérique qui permette à la fois d'avoir des paiements facilités, c'est-à-dire que tout un chacun pourrait payer avec cet euro numérique comme on paye avec des billets de banque de manière directe. Mais je peux très bien payer aussi avec mon téléphone portable aujourd'hui directement aussi en passant par les banques. L'autre aspect, c'est quelque part un aspect souveraineté. On commence quand même à réfléchir beaucoup à nos dépendances, non seulement aux États-Unis et non seulement à la Chine, mais aussi aux États-Unis. Quand vous payez avec votre carte bleue, avec votre téléphone, etc., vous passez en général par Visa, Mastercard, American Express. Si c'est Apple Pay, c'est aussi des opérateurs américains. Tout ça, c'est américain. Donc là, ça serait aussi quelque part une sorte d'assurance contre des menaces qui ne sont pas aujourd'hui sur la table, mais qui pourraient être... aujourd'hui, finalement, les États-Unis, s'ils voulaient nous couper notre système de paiement de détail, ils peuvent le faire de manière très efficace. Là, on aurait une soupape aussi. Donc, il y a cet aspect souveraineté aussi qui joue un rôle dans la manière dont on réfléchit à l'euro numérique. Et puis, il y a un petit sujet traçabilité. C'est-à-dire qu'on n'a plus de marché noir, on peut tracer absolument tous les échanges de l'euro qui seraient... Oui, alors ça c'est le cas aussi avec vos cartes bleues. Et soyons francs, les usages illicites, soit qui passent peut-être par les billets de banque, qui passent aussi par les cryptos. Et ça ne remplacera pas... je pense que là où on a envie d'avoir de la traçabilité, c'est pas forcément là que ça l'améliorera. Juste sur les systèmes, je partage effectivement cette idée de sécurisation, etc. Mais il y a des systèmes de place interbancaires qui existent. Il y a eu Paylib qui a disparu, mais il y a Wigo qui arrive aujourd'hui, qui est un système interbancaire qui effectivement permet de paiement rapide entre amis, de paiement par téléphone, qui est un système qui fonctionne entre banques françaises, ou même peut-être européennes, j'ai plus ça fait en tête, mais en tout cas, c'est un système qui fonctionne très bien. L'euro numérique, je pense qu'effectivement, si on se met dans cette logique de dire que ça permettrait demain de s'affranchir pour une partie de la dépendance aux grands acteurs américains et donc de sécuriser une partie des transactions. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que et je comprends tout à fait qu'on commence par faire des essais avec des petits montants, mais la tentation peut être grande d'aller plus loin. Bien, pas bien, je ne sais pas. Si on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut y voir un côté positif pour le client final qui, lui, il trouverait un accès demain à son crédit immobilier chez Revolut ou chez d'autres. On peut y voir un côté assez négatif, le système bancaire qui, lui, finalement perdrait cette brique fondamentale qui a fait sa force pendant de nombreuses années, son bilan, et deviendrait finalement une forme de courroie de distribution commerciale. Simplement, j'ai envie de dire, simplement. Je ne dis pas que d'ailleurs, c'est intéressant. C'est un banquier, on dit souvent que vous êtes banquier. Un banquier, ça regroupe deux dimensions. Une dimension de gestionnaire de risque et une dimension de commerçant. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette dimension de preneur de risque, elle est de plus en plus challengée par tout ce qui est en train de se passer. La dimension de commerçant s'exacerbe, notamment les nouveaux acteurs. Sur ça, là, il faut être très, 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 très bon. Mais attention à ce que sur l'autre, il ne se passe pas des choses qui puissent être nuisibles pour le système bancaire. Voilà. Est-ce qu'en termes industriels, Olivier Lantier, on n'est pas dans finalement un phénomène classique de destruction créatrice? On a ces nouveaux acteurs qui arrivent, qui disruptent un marché, qui offrent de nouveaux services. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir la disparition des modèles traditionnels bancaires? Là, vous me tentez sur un terrain que je connais peu, mais effectivement, ça peut ressembler à ça. Moi, ce qui me marque aujourd'hui, c'est qu'on est dans cette forme de centralisation, encore une fois, pour des questions d'efficacité, de meilleure gestion de risque, ou de souveraineté, quand on a des attentes que moi je ressens notamment de par le tissu industriel, pas les grands groupes qui sont déjà sur ces marchés-là, mais les PMI et les PME, d'avoir un service de proximité, pas simplement pour avoir une ligne de crédit, mais aussi pour travailler le haut de bilan, et donc avec des outils en fonds propres qui ne sont pas toujours disponibles dès qu'on est loin d'une capitale régionale. Donc on a, pour moi, enfin, je vous écoute en voyant cette forme de centralisation, d'utilisation au maximum des possibilités du numérique avec des gains d'échelle. On est sur la logique de l'industrialisation, c'est-à-dire on va chercher les gains d'échelle dans ce type de service que le numérique apporte, comme dans la première révolution industrielle, on est allé chercher les gains d'échelle que la mécanisation de la processus permettait de faire. Et d'un autre côté, on a quand même cette recherche d'identité, ce besoin de services sur les territoires auquel je trouve qu'on répond très mal. Notre discours, le discours ambiant, est sur des sujets qui sont relatifs à l'Europe, à la centralisation, et dans la dimension commerciale, moi je nous trouve très faible, et notamment par rapport à l'outil productif et le financement du haut de bilan.
Oui, on a besoin de contact aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu notre métier, effectivement, à nous, d'asset manager, c'est de gérer notamment les fonds de capital investissement ou les fonds d'infrastructure dans le territoire. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Effectivement, ce qu'on attend beaucoup et de plus en plus, et d'ailleurs, y compris les acteurs financiers qui investissent chez nous, parce que nous, finalement, on gère de l'argent pour le compte de mutuelles, de banques, d'assureurs. Ce qu'ils veulent, c'est finalement nous confier cet argent parce qu'ils considèrent que la proximité physique que nous avons et les actifs que nous accompagnons, des entreprises ou des infrastructures, est créatrice de valeur. Créatrice de valeur parce qu'elle permet d'avoir une proposition de valeur vis-à-vis de la participation que l'on prend, qui n'est pas juste d'apporter du capital, mais d'être capable d'accompagner sur les stratégies digitales, d'intelligence artificielle, de recrutement, d'internationalisation, etc., etc. Donc effectivement, vous avez raison, il y a ce paradoxe d'un besoin de plus en plus demandé de proximité, d'accompagnement territorial pour créer des champions justement dans les territoires demain, et en même temps un mouvement parfois un peu contraire qu'on observe sur d'autres thématiques comme celle-là. Voilà. Donc on a des services alternatifs en même temps. Donc s'il y a moins de suivi et de conseils du côté bancaire, vous aurez les fonds. Oui, tout à fait. On peut voir ça comme ça. Qui seront là aussi pour des choses expérimentales. Moi, je pense par exemple à ce qui s'est passé sur Duralex récemment, avec l'utilisation du crowdfunding dans une dimension qui était rarement utilisée, sur un objet qui l'a rarement utilisé parce que c'est un objet productif. Je pense que ça doit nous alerter. Encore une fois, pour toute l'efficacité de la collecte du service quotidien bancaire auprès des ménages, le paiement, où je peux positionner mon épargne ou comment je la gère, il y a une révolution qui est sans doute en cours avec les éléments que vous donnez. Après, sur l'utilisation de cette épargne, moi j'ai l'impression qu'on est là encore dans un stade où on n'a pas été même posé l'équation naturelle. On met ça sans doute dans des marchés financiers internationaux. Comment on fait une boucle courte de financement de notre outil productif entre l'épargne des ménages et les entreprises industrielles ou de services qui travaillent avec ces ménages tous les jours? C'est une remarque, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, effectivement, j'ai été dans un groupe coopératif mutualiste pendant 25 ans. En fait, le modèle coopératif, c'est un modèle qui est simple, finalement. Il consiste à dire qu'un jour, deux personnes se retrouvent dans une ville ou un village, disent « moi j'ai de l'argent, toi tu n'en as pas », créent une caisse locale, ce qu'on appelle une caisse locale, et l'argent déposé par celui qui en a sert à financer celui qui n'en a pas. Alors, je simplifie à l'extrême, mais c'est globalement ça, un monde coopératif. C'est exactement ce que vous dites, c'est la proximité de terrain qui va d'ailleurs jusqu'à je connais le projet que je finance parce que je connais Jacques, Paul, Micheline, je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est du Duralex. Et ça crée beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, c'est vrai que la financiarisation peut-être de nos modèles qui a été relativement loin et qui a pour bien des cas beaucoup d'efficacité, amène parfois à perdre cette dimension de proximité que les acteurs coopératifs, je trouve, gardent beaucoup, que les acteurs alternatifs essayent d'avoir quand ils font l'asset management de proximité. Mais vous avez raison, je pense que dans le retour et territoire, il y a aussi le fait de dire que l'argent n'a de valeur pas seulement dans le TRI qui permet d'avoir, et quand la valeur qu'il permet de créer à côté, qu'elle soit financière ou qu'elle soit même écologique ou sociétale. Oui, le sens que peut porter l'investissement, effectivement. Enfin, ce modèle mutualiste n'a jamais été compris à Bruxelles. Et ça, oui, alors ça, je m'en rappelle très bien parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec eux. Attaqué.